Pour cette toute première vidéo, nous allons voir ensemble l'organisation mémoire interne des microcontrôleurs de la famille AVR. Alors nous allons nous concentrer sur l'Atmega 328 qui équipe les cartes électroniques de la famille sous l'appellation Arduino. Donc regardons déjà ensemble le boîtier au format DIL pour Dual Inline de 28 broches. L'alimentation principale se fait sur les broches 7 et 8 avec une tension comprise entre 2,7 V et 5,5 V maximum. Et il y a également une masse en broche 22 qui est identique à la broche 8 et les deux doivent être reliés entre elles sur le circuit. La fréquence de fonctionnement est dépendante de la tension d'alimentation. Donc pour utiliser ce microcontrôleur à la fréquence de 16 MHz par exemple, il sera obligatoire d'avoir une tension minimum égale à 4,5 V. En dessous, il y a un risque pour que l'horloge de l'Atmega ne démarre tout simplement pas. Avec une alimentation de 3,3 V, vous pourrez utiliser ce microcontrôleur à la fréquence maximale de 12 MHz. La broche 21 est une broche d'alimentation pour une tension référentielle qui sera utilisée par le convertisseur analogique numérique sur 10 bits. L'Atmega possède en interne également une tension de référence, mais il est possible grâce à cette broche de lui injecter notre propre tension d'alimentation. Attention, celle-ci ne doit pas dépasser la tension d'alimentation maximum, à savoir 5,5 V. J'y reviendrai plus en détail sur une vidéo entièrement consacrée au convertisseur analogique numérique. Et la broche 20, qui peut être reliée directement à la broche 7 de l'alimentation principale si le convertisseur analogique numérique n'est pas utilisé. En revanche, son utilisation impliquera une filtration car c'est par cette broche que le convertisseur est alimenté. Le port B est partagé avec trois fonctionnalités autres que les entrées-sorties. Les premières pins sont les ports PB6 et PB7 qui ne seront pas utilisables en entrée-sortie si on opte pour une horloge externe à base de quartz. Le port PB0 peut nous permettre de récupérer une partie de l'horloge avec une division de sa fréquence, j'y reviendrai un peu plus tard dans la prochaine vidéo, grâce au fusible. Et enfin les ports PB2 à PB5 pour le bus SPI, qui est un acronyme de Serial Peripheral Interface, et ce sont les mêmes broches qui sont utilisées également pour le transfert de notre programme en mémoire flash. Les ports PC0 à PC5 représentent les 6 entrées du convertisseur analogique numérique. Les ports PC4 et PC5 sont utilisés pour le bus TWI ou I2C. Et enfin la broche PC6, principalement la broche du reset. Et enfin le port D avec 4 fonctionnalités. Les broches PD0 et PD1 pour le bus UART ou RS232. Les broches PD2 et PD3 avec des entrées d'interruption matérielle. Les broches PD6 et PD7 pour les entrées du comparateur analogique pour des tensions positives ou négatives. La broche PD4 peut également être utilisée comme source d'horloge pour le bus UART ou RS232. Donc voici le diagramme que vous pouvez retrouver dans le datasheet de l'Atmega 328 et qui résume toutes les explications que je viens de vous donner à l'instant. Vous avez également un lien descriptif sous cette vidéo pour télécharger la documentation PDF sur le site de Microchip. Nous pouvons voir sur ce diagramme qu'il y a 3 types de mémoire. Donc la mémoire flash qui contiendra principalement notre code en assembleur, la mémoire SRAM utilisée par le microcontrôleur pour y stocker des valeurs de registre mais aussi disponible pour notre application. Et enfin, la mémoire EEPROM qui conservera toutes les données écrites soit par nous-mêmes dans notre code, par notre application, ou soit par téléversement à partir d'un fichier, même lorsque le microcontrôleur ne sera plus alimenté électriquement. Donc la capacité de ces tailles de ces 3 mémoires sont variables suivant le modèle et la référence du microcontrôleur. Donc commençons par la mémoire flash. Si nous prenons le cas d'un Atmega 328, nous avons 32 768 octets de disponibles. Cette mémoire est gérée par mot
c'est-à-dire que chaque instruction du langage assembleur prendra 2 octets en mémoire. Donc les déplacements et les sauts dans le programme se feront donc par une incrémentation de 2 octets à chaque lecture d'une instruction. Donc ceci est dû en partie à la codification de chaque instruction ou mnémonique du langage assembleur ABR qui est donc sur 2 octets. Nous avons donc 16 383 octets x2 de mémoire. Cela, ça revient au même, mais vous verrez qu'un peu plus tard, lors de la compilation d'un programme en assembleur, cela aura quand même un impact sur nos données que nous voudrons stocker avec notre programme comme des chaînes de caractères dans notre code. D'ailleurs, sur le datasheet Atmel, l'adresse de fin de cette mémoire est indiquée en hexadécimal avec la valeur 3FFFF qui correspond bien à 16 383 octets en notation décimale. La partie haute de cette mémoire flash peut être réservée pour contenir un programme que l'on appelle bootloader et qui permet de télécharger dans le microcontrôleur notre application. La taille de cette mémoire est variable suivant le type de microcontrôleur et on verra dans la prochaine vidéo que l'on peut définir sa taille avec la configuration diffusible. Donc pour un Atmega 328, elle peut être de 512 octets à 4096 octets ou 4 kg. Il faudra en tenir compte car c'est autant de mémoire en moins pour notre application puisque nous devons déduire de cette taille sur les 32 768 octets disponibles. On verra plus tard dans une autre vidéo qui traite des fusibles qu'il est aussi possible de protéger cette partie haute de la mémoire pour qu'elle ne s'auto-détruise pas à chaque fois qu'on télécharge notre application. Donc seconde mémoire de notre microcontrôleur, la SRAM. Donc le datasheet du microcontrôleur Atmega 328 nous indique qu'il y a 2048 octets de mémoire SRAM à notre disposition, mais en fait on va voir qu'il y en a un petit peu plus, c'est 2303 octets au total, mais qu'une partie est réservée au microcontrôleur. Donc les 32 premiers octets sont réservés pour stocker le contenu des registres utilisateurs R0 à R31, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Viennent ensuite les 64 octets supplémentaires pour la gestion des ports afin de les configurer soit en entrée ou en sortie et de connaître leurs états également. Ensuite, les 160 octets suivants sont appelés étendus. Ce sont des registres de gestion d'état pour les ports qui sont partagés comme par exemple le bus SPI, I2C et leur configuration. Donc je ferai une vidéo pour chaque registre qui sera réalisé et détaillé à son utilisation. Et puis le restant de la mémoire qui est à notre convenance pour notre application. À signaler que l'adressage de cette mémoire est à l'octet et pas par mot comme la mémoire flash. Donc pour finir, on a la mémoire EEPROM. Donc cette mémoire elle n'est pas accessible directement. C'est-à-dire que pour y inscrire une donnée, nous devons passer par des registres internes au microcontrôleur. Donc ils sont au nombre de 3. Le premier c'est le registre d'adresse afin d'indiquer à quel endroit de la mémoire EEPROM nous voulons inscrire une donnée. Vient ensuite le registre de données où nous viendrons soit lire ou soit écrire une donnée. Et enfin le registre d'état qui lui nous permettra de connaître la disponibilité de la EEPROM, soit d'envoyer une commande de lecture ou une commande d'écriture. Donc une vidéo complète y sera consacrée pour cette mémoire. Donc écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle j'aborderai les fusibles.